Eh bien bonjour, c'est la première table ronde de Genius et on a décidé d'ouvrir cette table ronde avec Vincent et Pauline qui vont nous présenter leur projet Third Space. Mais premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bien sûr, déjà merci beaucoup de nous accueillir pour votre première table ronde. Ça me fait super plaisir de pouvoir présenter Third Space. Donc moi, je me présente, je m'appelle Pauline Mila Alonso, j'ai 23 ans et je suis en alternance chez Cléo Academy, donc une plateforme de e-learning pour les femmes. Et chez Third Space, j'occupe le rôle de CEO, même si on rentrera dans les détails, il y a beaucoup plus que juste un nom sur un poste. Et je vais enchaîner, donc Charles Vincent, étudiant au Gaming Campus, tout comme Pauline. J'ai la chance d'avoir pu faire mon alternance au sein de Third Space directement en tant que CTO. Donc pareil, avec beaucoup d'onglets différents et de travaux différents à mettre en place, mais on va approfondir ça un peu plus tard. En tout cas, ravi d'être avec Genius aujourd'hui pour cette première table ronde et de pouvoir partager un petit peu cette expérience entrepreneuriale sur ce plateau. Merci beaucoup, à vous deux. Eh ben merci à vous. Mais du coup, Third Space concrètement, c'est quoi finalement? Alors Third Space, c'est un logiciel qui permet de créer des applications sur le Web3 sans avoir besoin de coder. Donc pour simplifier un peu, c'est une sorte de Webflow, de WordPress, vraiment des logiciels qu'on peut connaître déjà et qui va être transfusé sur le Web3, donc pour permettre à des personnes sur cet écosystème de créer les projets qu'ils veulent. Et comment vous êtes venu l'idée, puisque c'est pas quelque chose d'anodin quand même comme secteur? Bah oui, alors avec Vincent, nous on se connaît depuis un moment, on avait déjà travaillé ensemble en tant que freelance, donc on faisait des projets qu'on se partageait ensemble. Après, on a voulu monter une agence web, donc premier projet qu'on a réellement voulu monter professionnel, on va dire. Ça n'a jamais vu le jour, mais pendant qu'on était en train de réfléchir à comment monter ce projet, cette agence web, on s'est penché de plus en plus sur une solution qui aurait été un logiciel pour développer des sites pour nos clients sans avoir besoin de coder nous-mêmes. Donc de fil en aiguille, on est arrivé à se dire tiens, le Web3 c'est sympa, on était dans l'écosystème depuis un moment, mais c'était une technologie à part, c'était des connaissances très particulières qu'il fallait avoir. Donc voilà, petit à petit, on a commencé à arriver dans cet écosystème, on a commencé à rencontrer des personnes et on a vraiment concrétisé cette idée, je pense, en octobre 2023. L'idée était quasiment fixe dans nos têtes, mais au final, on a développé, on a réfléchi un peu plus pour arriver jusqu'à aujourd'hui où Third Space est ce qu'il est. Donc le fait de coder, d'avoir une application sans coder, finalement, c'est le problème que vous avez identifié et auquel vous avez voulu apporter une solution finalement sur le marché. Ça en fait partie, effectivement. Ouais. Le plus gros problème qu'on a décelé sur l'environnement du Web3, c'est que, vu que, comme Pauline l'a dit, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon de faire. Très peu de gens sont formés en fait sur comment créer sur cet écosystème-là et comment mettre des projets en ligne et comment juste mettre à disposition des projets. Donc en fait, les développeurs qui sont déjà formés là-dessus coûtent un bras en fait à employer, que ce soit sur un projet court terme ou long terme, c'est exorbitant les prix qu'ils pratiquent. Donc du coup, on s'est mis dans la place d'un utilisateur lambda qui souhaiterait mettre en place un site ou quoi que ce soit qui est sur la blockchain. On veut lui permettre de le faire à moindre coût en ayant une interface très interactive et facile à comprendre pour lui permettre de faire tout ce qu'il veut sans avoir à se prendre la tête, à devoir prendre un développeur ou quoi que ce soit. Et quel genre de problème on rencontre quand on monte Third Space? Alors quand on monte Third Space, au tout début, les problèmes qu'on rencontre, c'est de se dire maintenant on a ce projet, on a cette idée. Est-ce qu'on a les compétences techniques dans un premier temps, autres que les compétences qu'il peut y avoir pour monter un projet, n'importe quel projet que ça peut être? On a déjà le premier blocage qui est les compétences techniques. Avec Vincent, nous, on a l'habitude de développer sur le Web 2, donc des technologies qui sont assez répandues. Il y a beaucoup de développeurs, beaucoup d'écoles, beaucoup de formations pour apprendre à développer sur le Web que tout le monde utilise. Mais sur la blockchain, pas vraiment. Donc il faut se former, il faut s'entourer, il faut aller vraiment chercher toutes ces informations-là. Donc pour nous, ça a été, je pense, vraiment le premier problème qu'on a eu, ce qui a fait aussi que le projet a pris beaucoup de temps. On part de zéro, donc on se dit, oui, pour arriver, on a la vision où on veut arriver et on ne sait pas vraiment comment y aller. Donc on rame, on se forme au fur et à mesure. Et maintenant, je pense qu'on peut dire, en tout cas Vincent, qui est le vrai développeur derrière Third Space, a atteint ces compétences-là, des compétences suffisantes pour créer Third Space. Mais du coup, dans ces compétences, s'il y en a une que vous pouvez citer pour chacun d'entre vous, qui a été vraiment la plus utile sur le développement, au moment du lancement du moins? Je pense que sur ce point-là, Pauline et moi, on va être assez d'accord. Je pense que ça va être l'adaptabilité, réussir à
comprendre le problème, réussir à trouver une solution pour soit le contourner, soit le surmonter le plus rapidement possible pour pas rester bloqué. Parce que le plus gros problème qu'on a eu sur monter une start-up ou monter quoi que ce soit, c'est la lenteur qu'on avait à des fois prendre des décisions qui n'étaient pas nécessaires en fait. Et parce qu'on était bloqué sur un petit détail et qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus, on n'arrivait pas à s'adapter suffisamment rapidement, on perdait beaucoup de temps sur le développement du truc. Donc je pense que l'adaptabilité, c'est quelque chose qui était très important, en tout cas pour moi de mon côté, que ce soit au niveau du développement ou même pour la compréhension de l'écosystème global. Il a fallu que je m'adapte énormément par rapport à ce que je connaissais déjà. C'est ça, savoir rebondir, c'est vraiment le truc le plus important, arriver à pivoter quand on se rend compte qu'en fait l'idée qu'on avait, la façon de laquelle on était en train de le faire, ça marche pas. Il ne faut pas rester bloqué dedans ou se décourager, il faut vraiment aller chercher autre chose. Ok, bon bah ça a pas marché, les personnes qu'on a voulu aller toucher, c'est pas les bonnes, l'idée qu'on a eue, elle n'était pas parfaite. Et ben on va changer de vision. Nous, on a toujours eu la même trame globalement. Depuis qu'on a eu l'idée en octobre 2023, on a toujours eu la même idée au final, mais il y a eu des façons de faire, des façons de réfléchir différemment. Les personnes qu'on veut aller toucher, c'est plus les mêmes. Comment est-ce qu'on veut aller les chercher? Non, là aussi, ça a changé. Et le design, la façon de développer, toutes ces choses-là, il a fallu qu'on rebondisse très régulièrement dessus. Donc c'est pas bizarre que tous les 2 mois, on limite, on détruise le projet, mais on se dise bon, là où ce qu'on avait en tête, ça marche pas, on va recommencer quasiment à zéro, on fait table rase de ce qu'on avait et on se dit bon, ça a pas marché, comment est-ce qu'on peut l'améliorer et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de dépasser le problème qu'on a eu et de plus le retrouver. Enfin, quand tu dis table rase, pas forcément, parce que le but quand même, c'est de réutiliser ce qu'on a fait avant et de pas repartir à zéro à chaque fois. Mais dans l'idée, oui, effectivement, contourner chaque problème à chaque fois qu'on rencontrait d'une manière ou d'une autre. Et puis même si on partait dans une direction et que finalement on se rendait compte qu'on avait un blocage, que ce soit technique ou même juste faisabilité tout court avec le sujet de niche, parce que le Web3, c'est quand même, la crypto, c'est quand même niche, c'est quand même tout petit comme secteur. Donc vu que c'est très jeune, il n'y a pas encore tout ce qu'on veut dedans, etc., etc. Donc tout ce genre de scénario, ça nous a amené à arriver à cette adaptabilité poussée, entre guillemets. Et au niveau de l'adaptation, on va rester dessus. Comment vous avez réussi à vous adapter, vous, et concilier vie pro, les études et, pour toi, Pauline, une alternance à côté? J'ai envie de dire, il y a 24 heures dans une journée, mais on va mettre des mezzanines, c'est-à-dire qu'on va oublier qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et on va essayer vraiment de pousser les murs le plus possible, mais sans que ça touche non plus notre santé mentale. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Moi, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, je n'avais pas l'alternance, mais j'avais un autre job à côté. Et du coup, il fallait arriver à concilier le fait de faire les heures pour les études, faire les heures pour les tafs étudiants ou les alternances, ce genre de choses, mais aussi avoir du temps pour soi, une vie de famille, si on est en couple, si on va voir nos parents, si on a des amis, arriver à voir tout ça. Et au début, on se retrouve un peu seul. C'est-à-dire qu'on finit par s'enfermer, on travaille juste sur notre projet et on oublie de sortir. Et ça a vraiment une lourde charge mentale. Après 2 ans maintenant, c'est bon, j'ai réussi à concilier les deux, j'arrive à trouver le rythme. C'est surtout, on va dire, s'organiser. Moi, j'ai un emploi du temps que j'essaie de vraiment garder très précis. Dedans, je mets toutes mes tâches et j'essaie vraiment de gérer ça le mieux possible pour toujours pouvoir aller voir mes amis. Puis l'avantage, c'est que mes amis travaillent aussi avec moi. Du coup, on peut souvent faire les deux ensemble. Une pierre deux coups, quoi. C'est ça. Et pour monter sur Space, forcément, il faut trouver du financement quelque part. Donc, comment trouver du financement? À qui en demander? Quelle démarche vous avez fait? Nous, en juin, on a commencé, ça fait un petit moment qu'on est accompagné par Genius grâce à Rémi Gaconier, l'ancien président de Genius Global. Donc on a eu beaucoup de chance, on te remercie Rémi. Du coup, il nous a vraiment accompagnés sur les différents financements qu'il pouvait y avoir, même si au début, ce qu'on avait besoin, c'était pas de financement, c'était du contact, c'était des compétences, c'était avoir une vraie vision du produit qu'on veut. Mais très vite, on s'est rendu compte que on n'est que 2. Vincent est le seul à vraiment développer le logiciel. Moi, je m'occupe plus de la partie marketing, admin et je fais le design. Donc on s'est séparés en 2, on s'est dit bon, maintenant on a besoin d'aide, on a besoin que d'autres personnes viennent avec nous pour nous aider, on a besoin d'argent. En juin, on a voulu faire une levée de fonds. Mais on n'avait pas de contact, on n'avait pas de connaissances, donc c'était assez dur d'arriver à gérer tout ça et à s'organiser. C'est pas un spoiler, mais on n'a pas réussi. Par contre, sur un coup de chance, on est parti aux États-Unis. C'est-à-dire que pendant qu'on a envoyé des dossiers à des investisseurs, on est tombé sur un post LinkedIn d'une femme qui disait Draper University, donc voilà un gros fonds d'investissement qui a ouvert leur université aux États-Unis, font un partenariat avec Stellar, qui est une grosse entreprise sur le Web3. Et donc c'est partir 3 semaines là-bas et un financement de $22 000.
Voilà. Donc tout C'est frais pas mal. payé, le logement, tout. Donc c'était vraiment super. En plus, on a beaucoup de contacts. Donc ça, c'était vraiment notre premier financement qu'on a réussi à obtenir. Et grâce à ça, forcément, on a pu faire pas mal d'effets de levier car c'est la chance en France. Et là, en ce moment, on est en train d'aller chercher la BFT. Donc ça avance petit à petit. On sait qu'on va avoir besoin d'aller faire vraiment une vraie levée de fonds pour pouvoir recruter du monde, pour qu'on puisse s'accompagner, mais surtout pour qu'on puisse injecter de l'argent, que ce soit sur du marketing, sur ce genre de choses, et avoir un deuxième développeur pour aider Vincent, pour le soulager un petit peu de toutes ces tâches de développement. Mais ça avance et on n'est pas non plus fermé à chercher de nouvelles subventions. Bien sûr. Et si vous deviez chacun citer des obstacles qui vous ont marqué dans votre parcours, dans la création de votre entreprise, et même actuellement, maintenant que vous commencez à avancer un peu plus dans le projet, vous citeriez quels obstacles qui ont fait barrage, qui ont fait obstacle. Finalement. Tu veux commencer pour Je les te laisse. obstacles Je vois que tu as besoin de temps pour réfléchir. Non, l'obstacle, le plus gros obstacle que moi j'ai dû affronter en tant que développeur pour 3S, enfin, pardon, 3S pour les intimes, Third Space pour Tout le monde. le reste. Ça a été principalement la barrière technologique, parce que pour le coup, je partais de quasiment rien en termes de développement il y a 4 ans. Je connaissais les basiques, je connaissais comment faire une page HTML, ça s'arrêtait là. Et il y a 3 ans, on m'a dit tu vas développer sur la blockchain. J'ai dit c'est quoi la blockchain? Donc à partir de ce moment-là, je vous laisse imaginer qu'il y avait un petit problème technique qu'il fallait que je comble. Donc je suis toujours en train de le combler. De toute façon, ce sera jamais complètement comblé. J'aurai toujours des choses à refaire et à retravailler et à finir. Mais ça a été le plus gros, la plus grosse frayeur que j'ai eue quand j'ai commencé à me lancer dans le truc à pleine main. Parce que vraiment, je me suis très très vite confronté au truc et je me suis très très vite posé la question de savoir comment j'allais faire pour passer au-dessus, quoi. Donc bon, voilà. Et pour toi, Pauline? Moi, j'en vois 2 réellement qui m'ont vraiment freiné. Le premier, c'est ce qu'on entend un peu partout, le perfectionnisme. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment de voir que ce que je dois sortir, ça ne doit pas être parfait. Je repoussais les échéances parce que je voulais absolument que le produit que je sorte soit parfait, que le visuel, le design, tout soit parfait. Pareil pour la communication. Je voulais que ce soit autant les textes que les visuels. Je voulais que tout soit vraiment parfait. Et du coup, forcément, quand on cherche à avoir quelque chose de parfait, on n'est jamais satisfait au final. Donc, il n'y a rien qui sort. Donc c'était déjà pour moi le premier obstacle qui a vraiment été d'apprendre à ce que je puisse sortir quelque chose qui ne soit pas parfait, mais qui fonctionne. Mais il y aura forcément des choses à améliorer. Mais si j'attends que Third Space soit parfait pour qu'il sorte, on se voit dans 10 ans, quoi. Donc ça, pour moi, c'était le premier vrai problème que j'ai eu. Le deuxième obstacle, c'était tout le réseau et tous les contacts. Pour aller chercher que ce soit des subventions ou aller faire du marketing, ce genre de choses, il faut qu'on connaisse du monde. Si on veut aller sur des salons, il faut qu'on connaisse des personnes qui peuvent nous inviter, qui nous parlent juste de l'événement, parce que sauf quand on a la chance de tomber sur un post LinkedIn qui nous dit qu'il y a tel événement, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne tous les jours. Donc il faut qu'on arrive à se faire inviter, qu'on soit au courant. Et moi qui partais de rien, et on est dans une école de gaming, de jeux vidéo, donc on n'a pas forcément un pied dans le web. C'était assez dur de trouver ces contacts-là. Et j'ai de la chance d'avoir réussi à rentrer dans des écosystèmes de tech, mais très féminins. Et ça, je suis très heureuse, ça se fait pas beaucoup. Et comment avoir les bons contacts? Où chercher des bons contacts, trouver les bons contacts C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut aller sur des salons pour trouver des contacts, et pour aller sur d'autres salons, il faut avoir des contacts. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, il faut pas oser déranger. C'est-à-dire quand on envoie un message à quelqu'un sur LinkedIn pour lui proposer d'aller boire un café, ou même maintenant il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est les cafés visio. On prend le café ensemble, mais en visio, parce qu'on n'est pas dans la même ville, voire même pas le même pays. J'en ai fait quelques-uns, c'est très très drôle. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est oser prendre le risque de leur envoyer un message. Mais on va pas les déranger. Dans le pire des cas, ils nous répondent pas, ou ils nous disent non. Et sinon, on peut avoir des super contacts. On se rencontre via un ordinateur. Plus tard, on peut même se rencontrer sur des salons. Et je pense que moi, c'est comme ça que je me suis fait mes premiers vrais contacts. Et peut-être, si je dois rajouter, je dirais savoir qui sont les contacts qui nous intéressent, en fait. Parce qu'au-delà de faire beaucoup de contacts, ce qui est important, c'est de faire des bons contacts. Et je pense, moi, en tout cas, la manière dont j'ai géré la chose, j'ai pas beaucoup de contacts, mais j'ai que des contacts tech. Et la seule chose qui m'intéressait et pourquoi j'allais parler à ces personnes-là, c'est parce que en amont, je comprends rien. C'est parce que en amont, j'ai regardé qui étaient ces personnes-là, quels étaient les postes qu'elles avaient, qu'est-ce qu'elles faisaient au quotidien et qu'est-ce qu'elles pouvaient m'apporter au fond.
Donc, en faisant cette démarche-là, je savais quelle personne j'allais vouloir cibler et quelle personne ça m'intéressait pas plus que ça d'aller voir. Donc du coup, ça me facilitait la vie pour sélectionner les personnes avec qui je voulais garder contact en tout cas. Et puis garder une bonne relation avec eux. Une fois qu'on a fait qu'on s'est fait un contact, qu'on a rencontré une personne, si avec cette personne ça accroche, qu'on se rend compte qu'on peut être utile l'un pour l'autre, qu'on peut s'apporter des choses mutuellement, faut pas hésiter à garder le contact, s'envoyer des petits messages, prendre des nouvelles régulièrement, que ce soit sur du personnel ou du professionnel, envoyer un petit message au Nouvel An, ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir dans les deux sens et ça permet de garder un contact un petit peu chaud, j'ai envie de dire. On est proche de la personne. Sans être ami non plus avec elle. Donc bien cibler ses contacts quand même au lieu d'envoyer des messages groupés n'importe où. Les deux fonctionnent dans tous les cas, mais envoyer des messages groupés sur des personnes on sait pourquoi on les contacte quoi. Ça, on les a sélectionnés avant. Ouais, du coup, en parlant de cible, vous, qu'est-ce que vous diriez sur votre public cible? Qui vous ciblez finalement avec First Space et ce que vous proposez? Nous, ça a pas mal évolué. Quand on a eu l'idée de First Space au début, on visait du B2C, c'est-à-dire on pensait qu'on pouvait permettre à n'importe quel utilisateur qui voulait faire un petit truc sur le Web3 d'utiliser First Space. Sauf que First Space, même si on a une solution gratuite, on a quand même aussi des abonnements payants qui sont plus utiles. Et on s'est rendu compte qu'en fait, notre solution serait plus intéressante pour des entrepreneurs qui veulent développer leur projet. Donc qui veulent créer soit un premier prototype, qui veulent lancer même leur première version live pour voir si ça marche, mais surtout pour des entreprises qui veulent réellement tester par exemple une nouvelle feature, qui veulent tester un nouveau produit, et au lieu d'aller chercher une équipe entière de développeurs, donc ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte du temps pour tester un produit, et au final peut-être que ça marchera pas, ils auront juste perdu et de l'argent et du temps, et là même des personnes qui n'ont pas de compétences techniques vont pouvoir créer leur premier prototype, créer leur premier projet pour aller tester l'idée et voir déjà si ça marche. Après, libre à eux de rester sur First Space pour lancer réellement le produit, ou alors juste ils se sont dit, on a validé notre prototype, on sait que ça marche, on va pouvoir aller le développer. Donc c'est vraiment les deux cibles qu'on a vues. Et avec ces cibles, où est-ce que vous voyez déjà, est-ce que vous avez des objectifs précis pour les mois, les années à venir, moyen, long terme, des prévus? Alors oui, pour 2025, on s'est fait nos petits objectifs, forcément. On sait qu'on aimerait aller travailler avec 2-3 entreprises, que ce soit des petites ou des moyennes entreprises, qui soient dans le secteur du Web3, pour leur proposer d'aller faire passer un peu de leur infrastructure ou l'entièreté sur First Space. Donc nous, on serait là pour les aider, pour développer avec eux le projet, leur montrer comment fonctionne la plateforme. Donc voilà, on aimerait aller chercher déjà quelques petites entreprises qui seraient prêtes à se lancer dessus. Mais on aimerait aussi avoir les tech enthousiastes, ceux qui aiment bien toucher au nouveau logiciel qui sort. Il y en a beaucoup sur le Web3. Ils voient un nouveau logiciel, ils veulent le tester et donner leur avis. Et du coup, c'est vraiment ces personnes-là qu'on va aller cibler sur 2025. D'un côté, pour avoir un peu de revenus. De l'autre aussi, pour avoir beaucoup de feedback, c'est voir si notre projet il marche bien au final et s'il y a besoin de pivoter ou pas à nouveau. Et vous êtes déjà allé du coup en Amérique. Il y a des projets d'y retourner, de faire quelque chose là-bas. Alors oui, on a projet d'y retourner en 2025. On sait qu'il y a pas mal de... le programme avec lequel on est parti se relance. Nous, on était dans la première partie qui est l'incubation. Il y a la deuxième partie d'accélération qui se lance, auquel on n'a pas pu participer cette année, car du coup, on a repris les cours. On avait déjà loupé un petit peu, on avait déjà chamboulé tous nos emplois du temps. On ne pouvait pas le refaire 2 mois de suite. Donc là, vraiment, 2025, on a envie de repartir, se refaire des contacts et encore plus profiter. La première fois, on était, je pense, un peu sous le choc, donc on n'a pas pu profiter à 100% de ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu se faire tous les contacts, tous les événements qu'on voulait. Là, maintenant, on y retourne, on est en terrain connu, donc on pourra vraiment développer tout ça. Surtout, on était les bébés quand on est arrivé là-bas. On C'est était vrai. les plus jeunes, on était les plus petits, on avait la société la plus jeune, on était les bébés arrivés sur place. Au-delà du fait de le choc culturel, on était un peu déstabilisés en se disant on est dans un milieu où tout le monde commence à avoir 2-3 boîtes qui marchent. Ouais. Et nous, on est là avec la première idée. Bonjour. C'est Donc, ça. c'était un peu compliqué de se mettre dedans, mais c'est sûr qu'à la fin, on était plus acclimatés en tout cas au truc. On se sentait plus à l'aise et c'est peut-être ce moment-là, sur la dernière semaine, où on se disait revenir, ce serait pas non plus trop déplaisant, quoi. C'est ça. On était les seuls étudiants, vraiment, comme disait Vincent, on était les plus jeunes, les seuls étudiants qu'il y avait. Donc c'était aussi pour nous arriver à avoir les deux. En plus, pendant le moment où on était à San Francisco, on avait nos oraux de validation du bachelor qu'on a passé du coup en distanciel. On les a passés, pour l'anecdote, à 6h du matin sur place.
Mais du coup, non, on aimerait beaucoup y retourner. Même en tant qu'étudiant encore, c'est pas grave. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas un blocage. C'était même un peu une force parce que pour les personnes qu'on a rencontrées sur place, ils disaient tous waouh, vous êtes étudiant, vous êtes ici, j'aurais adoré faire ça à votre âge. Donc là où nous, on pensait que ça serait une faiblesse, au final, sur place, c'était devenu vraiment une force. Et c'est aussi parce qu'on avait réussi à le retourner d'une bonne manière quand on le présentait aux investisseurs en leur disant on est étudiant, mais on fait ça pour être à full time dans la société. Ah oui. Donc il y a une raison pour laquelle on vient vous voir. Mais du coup, ça reste quand même un avantage de rester étudiant avec ce statut et ce planning supplémentaire avec la société. Alors, oui et non. Je dirais que l'avantage que ça peut avoir, c'est quand même la partie de sécurité. C'est qu'on est étudiant. Là, il nous reste encore, nous, 1 an et demi pour finir nos études. Vincent, en plus, il est en alternance dans Third Space. Donc bon, vraiment, il peut être à 100% dedans, en plus de valider son master. Donc pour nous, je dirais, c'est vraiment un vrai avantage qu'on a vu, de se dire on a la sécurité des études et on peut quand même prendre le temps de développer notre produit. Comme on n'est pas non plus, on a arrêté les études, on n'a que Third Space et du coup on se dépêche parce que voilà, il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on gagne de l'argent avec la boîte. On peut prendre notre temps de tester des choses, de voir si ça marche et du coup de pivoter assez régulièrement. Donc c'est aussi pour ça que nous on a pris un projet qui est quand même d'envergure. Le logiciel qu'on développe, il y en a beaucoup qui nous disent oui, il faut lancer rapidement un logiciel, lancer rapidement un premier test, même si c'est pas fini. Sauf que quand la promesse c'est de pouvoir créer son application et de la mettre en ligne, on est obligé d'avoir beaucoup de choses de développer derrière. On peut pas juste mettre une landing page, tu cliques sur 2 boutons et on te dit si t'es satisfait. Paye. Ça marche pas. Voilà. Mais par contre, l'inconvénient qu'il y a de monter son entreprise en tant qu'étudiant, quelque chose qu'on a vu beaucoup plus en France qu'on a pu le voir aux États-Unis, c'est que il y a une sorte de manque de confiance, je dirais un petit peu. Les investisseurs se disent souvent, parce du coup on a eu pas mal de calls avec des investisseurs, mais vous êtes étudiant, donc vous n'êtes pas à temps plein dans la boîte, alors que justement on est étudiant, donc nous on donne tout ce qu'on a. Comme je disais tout à l'heure, même s'il y a 24 heures dans une journée, on va travailler 12-15 heures si on peut sur notre projet, même à côté des études. Les pauses midi, on est sur le projet, on a 1 heure de libre, on bosse sur Third Space. Donc vraiment on se donne à temps plein dedans, mais il y a toujours ce petit côté de mais vous êtes étudiant. Donc voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vu aux États-Unis, où les gens le voyaient plutôt comme une force. Vous commencez tellement jeune, et vous allez aller loin. Donc on croit en vous et on a envie d'investir en vous parce que on n'investit pas sur le projet mais sur l'équipe. Là où du coup en France, le fait d'être étudiant, ça bloque plus les gens. Ça crée un petit choc culturel du coup. C'est ça. Et pour les personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose dans le Web3, mais qui veulent se lancer dedans, faire un premier pas, comprendre ce que c'est, par quoi vous leur conseilleriez de commencer ? Je dirais, on a fait la blague tout à l'heure, mais télécharger Twitter. En fait, il y a vraiment l'écosystème Web3 et crypto est extrêmement développé sur Twitter, avec des personnes qui vont parler de leur expérience, qui vont parler d'actions qu'ils ont pu mener, qu'on marché ou non. Vraiment, ils parlent sans filtre. Donc, c'est aussi un bon moyen d'apprendre, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas et d'arriver à se faire une première idée sur les projets, sur comment ça fonctionne. Après, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vont aller essayer, qui veulent démocratiser le Web3 avec des termes vraiment très simplifiés. Beaucoup d'articles, presque des formations en ligne. En France, on a quelques formations qui ont vu le jour, je crois, avec 42. Et il y a Blockchain Business School, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment des petites formations qui commencent à se développer pour, que ce soit pour du développement, du business, des choses comme ça qui se développent vraiment. Mais ouais, surtout télécharger Twitter au final. Globalement, suivre les informations, quoi. Surtout regarder les informations, que ce soit sur Twitter ou d'autres journaux, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais surtout se tenir au courant des dernières nouveautés, parce que c'est un milieu qui bouge très très vite. Très 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 vite. En une semaine, tout peut être chamboulé. Donc il faut se tenir au courant du jour au jour, et vraiment tout peut changer tout le temps. Donc il faut être très curieux, il faut vraiment aller chercher les informations là où elles y sont, parce qu'elles ne seront pas partout, contrairement à ce qui se fait déjà sur le Web 2 et sur tout le reste. Donc il faut quand même être un peu curieux pour aller chercher, mais surtout se tenir informé, que ce soit sur Twitter ou les plateformes d'articles, surtout l'information. Et globalement, pour être plus généraliste, pour un étudiant qui veut monter son entreprise, qui a un rapport ou pas avec Web3, mais pour un étudiant qui veut monter son entreprise, vous conseilleriez quoi ? Comment se lancer ? À quoi faut penser en premier ? Être curieux, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de rater son projet. Le premier projet marchera pas.
Mais c'est aussi certains marchent du premier coup et c'est génial. Mais pour la plupart, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas mon premier projet fonctionne et je deviens millionnaire. Ça va vraiment être je vais faire un premier projet et je vais voir ce qui marche, je vais voir ce qui marche pas. Et du coup, le projet suivant, celui que je vais faire, j'aurai appris déjà de mes erreurs. Donc je vais pouvoir l'améliorer. Si vous avez une idée, globalement, juste essayez de la développer. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous êtes étudiant, donc vous avez le temps, vous avez les contacts à l'école. Vous pouvez toujours trouver un ami ou une amie qui peut vous aider sur une tâche. Vous pouvez même trouver vos futurs collaborateurs. Moi, j'ai rencontré Vincent au Gaming Campus et on a fini par monter une boîte ensemble. Donc, c'est que ça marche beaucoup. Et beaucoup d'associations étudiantes. Genius, logiquement, je sais que vous accompagnez beaucoup les projets étudiants à se former. Venez nous voir. Petit instant promo. Petit instant promo. #ad. Oui. Mais non, oui, arriver à bien s'entourer, même demander à la direction de votre école. Des fois, ils peuvent avoir des conseils, vos premiers contacts, même des fois vos premiers clients en fonction des projets que vous faites. Donc, lancez-vous et soyez curieux, trompez-vous et voilà. Vous allez réussir à un moment. Il faut juste pas abandonner après le premier échec. Je dirais que c'est ça. Oui, globalement, oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Globalement, c'est essayer, se vautrer, remonter, réessayer, se revautrer, se remonter. Et surtout, le plus important, je dirais là-dedans, c'est que même si on rate, il faut savoir pourquoi on a raté, comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et savoir comment faire pour ne pas que ça se reproduise. C'est ça le plus important. Parce que se rater, fondamentalement, sur le fond, ça change pas grand-chose. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même culture de l'échec qu'on a en France. En France, on a raté, c'est terminé. On t'oublie. T'as déjà fait un échec, on ne reviendra pas te voir. Aux États-Unis, si t'as déjà raté une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. Tant que t'arrives à l'expliquer. Tant que t'arrives à dire voilà, j'ai raté parce que j'ai fait ça comme ça, que j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû le faire de cette manière-là. Et j'en conclus que ça. Et si, avec cette démarche-là, on va voir des investisseurs américains en leur disant voilà, je me suis vautré 1, 2, 3, 4 fois, ils vont dire ok, je sais que tu t'es déjà vautré plein de fois, mais cette fois-ci, je te fais confiance, tu vas y arriver. En France, c'est complètement l'inverse. Tu vas voir quelqu'un, un investisseur, tu lui dis je me suis déjà raté 3-4 fois, il dit mais pourquoi j'investirais sur la 5e fois? Tu vas te rater aussi sur la 5e, c'est pas la peine. Voilà. Donc dans un sens, le marché américain est plus intéressant pour expérimenter que le marché français. Il est plus ouvert d'esprit. C'est sûr que ce soit sur le niveau entrepreneurial ou le niveau Web3, il est plus ouvert d'esprit, il est en avance complet sur le niveau européen. Je dirais sur la tech, plus que juste sur le Web3. Oui. C'est que dans le niveau qu'on voit d'innovation tech en Europe et aux États-Unis est complètement différent. Mais beaucoup des projets qui voient le jour et qui sont financés en Europe ne sont pas forcément des projets tech. Il y a vraiment un gros focus en ce moment sur le social, sur les projets green. Donc ça, c'est aussi des verticales auxquelles il faut penser. Nous, on est sur une verticale tech et donc forcément, le marché le plus propice pour nous, pour l'innovation, ça va être le marché américain. Par contre, sur les entreprises que des étudiants peuvent créer, ça va pas forcément être de la tech, ça peut être plein de sujets. Et donc, en France, on est quand même accompagné, on a quand même beaucoup de sécurité, beaucoup de financement pour nous aider aussi. Si on a un projet qui marche, ils vont jamais aller chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, ils vont toujours aider et faire en sorte de nous soutenir, de nous trouver des financements. Il y a vraiment beaucoup de choses, surtout en France, qui sont développées là-dessus. Donc, faut se lancer. Faut créer son projet et arriver au moment où vous allez vous dire là maintenant j'ai besoin de financement. Vous avez déjà bien avancé dans le projet. Oui, globalement pour finir sur qu'est-ce qu'on dirait comme conseil aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer, c'est allez-y et vous verrez bien ce qui se passe. Ouais. Allez-y. Mais du coup, vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé? Vous avez une idée de génie, vous avez dit je vais en faire une boîte, ou alors vous avez dit je vais absolument créer une boîte, il faut que je trouve une idée. Et puis comment vous avez pu vous trouver, vous deux, finalement? C'était en travaillant dans les projets, ça s'est fait un peu tout seul, ou vous avez, Pauline, absolument, tu dis j'ai une idée de génie, il me faut un tech. Il faut un tech. Moi, j'ai découvert le développement web avec un premier projet qu'on a eu au Gaming Campus. J'ai adoré ça, c'est devenu une passion. Et à un moment, je me suis dit, tiens, et si je monétisais cette passion? Parce que je fais des sites pour rire de mon côté. Ils sont là pour personne. Juste, j'avais plein de sites qui traînaient qui n'étaient même pas en ligne, mais juste pour moi, j'aimais bien. Et je me suis dit, je vais aller voir s'il n'y a pas des gens qui veulent me payer pour leur faire des sites. Sauf que je suis arrivée à un moment où il me manquait des compétences. C'était un moment qui était très rapide. C'est que je ne savais pas faire de formulaire de contact et vraiment les envoyer. Et je suis allée voir Vincent, je savais que lui, il avait touché un peu au dev. On avait fait quelques projets ensemble, on était au BDE ensemble, donc je savais qu'il bossait bien. Et il m'a dit, ouais, je peux te faire ton formulaire de contact. De fil en aiguille, on a commencé à prendre des projets un peu plus compliqués. Et on s'est rendu compte que la dynamique marchait bien. Moi, je faisais le design, je faisais le marketing, et lui, il faisait le développement back-end, tout le fonctionnel, la mise en ligne des sites. Et voilà, petit à petit, on a commencé vraiment à développer Third Space.
Après, c'est pas du tout parti. On s'est dit, ouais, on veut faire une entreprise, cherchons une idée. C'est arrivé petit à petit. Et on a pivoté quand on était sur quelque chose d'assez basique, une agence web 2, il y en a des milliers en France. C'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire, il n'y a pas besoin de structure. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, mais on aime bien ce milieu entrepreneurial, mais on aimerait quelque chose d'un peu plus stimulant, d'un peu plus challengeant. On a envie d'innover en fait. On a aussi envie de laisser un peu notre trace. Et donc, le marché dans lequel on était à l'heure actuelle était saturé. Et on s'est dit, voilà, le Web3, c'est un nouveau marché qui arrive, qui émerge en fait. Et on a notre place à prendre et on a plein d'idées pour faciliter la vie des gens qui sont dans cet écosystème déjà. Donc c'est vraiment comme ça, je pense que c'est arrivé. Oui, globalement, ouais, il y avait toujours cette idée sous-jacente de se dire monter une boîte, c'est pas non plus trop loin de ce qu'on pense. On le dit pas, on le pense fort, mais ça reste dans le coin. Quand on parle de la société, des trucs qu'on fait ensemble, machin, on voit qu'on commence à mettre en place une organisation qui commençait à s'apparenter à une boîte. Et de juste, comme disait Pauline, sur la continuité de la chose, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est bien gentil faire des sites à droite à gauche pour des gens qui veulent juste des sites sur commande, mais autant faire un logiciel qui leur permet de faire ce qu'ils veulent directement. Et du coup, voilà. Derrière, on a monté SourceSpace et on est parti sur ce logiciel. Et comment s'est faite la transition finalement en disant comment vous avez pu découvrir le marché du Web3 ? C'est en se posant des questions au fur et à mesure ou vous avez vraiment vous êtes dit on va faire une étude de marché? Moi j'étais sur l'écosystème depuis un moment dessus, mon compagnon aussi est sur cet écosystème, donc vraiment moi à la maison je baigne Web3 et crypto et du coup je vois un peu les soucis qu'il pouvait y avoir sur cet écosystème. Il y avait un manque vraiment de structure. Moi je suis rentrée dans l'écosystème en 2019. Donc c'était un marché qui était encore très très récent, donc il y avait vraiment peu de structure, peu de juridiction, peu de choses qui étaient encadrées et je me suis juste dit est-ce que l'idée que j'ai en fait elle n'existe pas dessus. Et c'est assez rare de se dire tiens quand j'ai une idée elle n'existe pas dessus. En général on finit toujours par la trouver d'une façon ou d'une autre. Et là on s'est dit voilà on a envie de développer un petit peu ça. J'ai présenté un peu le Web3 à Vincent, il était content, il a bien aimé, donc finalement... De manière très très vague. Ouais, elle m'a dit, tu vois des suites de blocs? Oui, c'est bon, t'as compris. Ouais. Elle a dit, c'est une nouvelle tech, mais je pense qu'il doit y avoir de la doc. Spoiler, non, mais... voilà. Mais non, au final, on a bien réussi à développer tout ça, et finalement, on se plaît beaucoup dans cet écosystème, vu qu'il bouge en permanence, c'est super stimulant. Il faut arriver toujours à prendre le chemin en route, quoi. Le train en route. À prendre le train en route, ouais. Faut arriver à le choper au bon moment, c'est ça. Et toujours se tenir informé. En fait, faut pas au début, on avait tendance à se dire, maintenant, on a l'idée, on a le marché, on a tout ce qu'il faut, mais on est dans notre bulle. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment juste s'ouvrir aux autres et voir ce que les autres faisaient. Peut-être qu'on pouvait faire des partenariats avec eux, on pouvait utiliser de la tech que d'autres personnes l'avaient fait pour nous faciliter la vie. Donc voilà, on a développé petit à petit, on est sorti de notre bulle et on a fini par être dans un écosystème et vraiment faire partie de l'écosystème, plus juste être une petite bulle dedans. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez ajouter par rapport à tout ce dont on a parlé une petite remarque déjà, merci de nous avoir accompagnés sur le plateau. Mais non, rien. Je dirais... non, je dirais surtout, je sais qu'on en a parlé pour les étudiants, mais c'est... Pour moi, l'entrepreneuriat étudiant, c'est quelque chose de très très fort parce qu'en tant qu'étudiant, on voit les choses différemment. En tant qu'étudiant, on n'a pas les mêmes blocages qu'on peut avoir une fois qu'on est sorti des études et qu'on est dans la vie active. Du coup, on n'a pas de limite et on peut avoir envie de tout faire. Et il faut jamais se dire ah non, mais là l'idée que j'ai, elle est trop grosse. Faut tenter. Si c'est trop gros, vous finirez par faire quelque chose d'un peu plus petit et après d'évoluer petit à petit. Et c'est mieux de viser très haut et au final de faire quelque chose d'assez petit plutôt que de se dire j'ai atteint ce que je voulais faire et maintenant j'ai plus la vision pour faire grandir mon projet. Ouais, juste se lancer et aucune idée est mauvaise. Peut-être pour le mot de la fin, je dirais croyez en vous parce que pas grand monde le fera à votre place. Ouais. Donc voilà, croyez en vous. Si vous vous lancez sur ce parcours-là d'entrepreneuriat, c'est le plus important. Parce qu'il y a des fois, vous allez être dans des moments dans des bas, des moments où ça va être top, vous allez être super de votre forme, etc. Il y a des moments où vous allez être plus bactère. Donc croyez en vous et ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais l'affaire. Il y a toujours quelque chose au bout du tunnel. La lumière, elle est loin, mais elle est là. Donc voilà, croyez en vous, allez au bout de la chose. Je ne sais pas s'il y a des questions par là-bas.
Non. La foule, pas de questions. La Ouais, au fond, là-bas, tout au fond. Monsieur au fond. Non, mais s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est très heureux de pouvoir commencer nos tables rondes avec vous. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que déjà, on se connaît en dehors de la table ronde. Et parce que c'est un sujet qui nous touche, nous, et puis tous ceux qui sont dans notre école et dans les autres. Donc, on trouvait ça important de commencer avec vous. Donc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette table ronde. Et avec grand plaisir, merci Plaisir à vous. partagé, effectivement, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et du coup, on se retrouve également la semaine prochaine pour le Croc and Pitch, déjà. Et pendant 2 semaines, une autre table ronde avec 2 jeunes entrepreneurs. Qui sont connus des services. Pour certains encore étudiants, un autre non. Pour l'après, du coup, pour avoir également l'avis sur l'après de l'entrepreneuriat, plus en tant qu'étudiant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.